Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Olivier Véringue, je suis consultant en stratégie et en gestion des compétences et je travaille en particulier sur l'analyse des conséquences des transformations économiques sur les métiers et les besoins de recrutement et de formation et de compétences. Bienvenue à ce premier webinaire d'une série que mes collègues et moi allons animer jusqu'à mi-décembre sur la filière automobile et un certain nombre de points d'information donc, sur les transformations et les opportunités ou en tout cas les réponses que ça peut supposer de la part des entreprises et notamment des PME. Pour ma part, je travaille depuis plusieurs années sur cette filière automobile. J'ai fait une première étude qui a été initié et financé par l'Observatoire paritaire des métiers de la métallurgie en 2016 sur justement l'impact des transformations technologiques et stratégiques de la filière sur les métiers et les besoins de compétences. Là-dessus, donc, Dieselgate, accélération de la baisse de part de marché de ce type de motorisation, et donc actualisation, toujours pour le même observatoire de la métallurgie en 2018. Actualisation centrée justement sur les conséquences que cette crise du diesel pouvait avoir sur les entreprises qui en étaient dépendantes, et puis sur la prise en compte également du contrat stratégique de filière, avec un certain nombre de points qu'on va aborder cet après-midi. Alors, en réponse à ce contexte particulièrement compliqué qu'on connaît depuis fin 2019 et en 2020 avec le retournement du marché dès fin 2019 et puis évidemment les conséquences de la crise sanitaire et de l'incroyable crise économique qu'elle a engendrée. L'État et la filière automobile, donc les branches et la PFA ont signé un engagement de développement de l'emploi et des compétences, un EDEC, comme l'école mais sans H, qui porte sur un certain nombre d'actions, notamment de l'accompagnement individuel et collectif des entreprises PME relevant de cette filière automobile. Concrètement, ça veut dire 3 jours d'intervention de consultants qui connaissent bien cette filière et qui sont intégralement ces 3 journées prises en charge par ces financements publics. Et puis porte également cet accompagnement, enfin ce soutien financier sur la création et la mise en ligne donc, de webinaires d'information auprès des entreprises de la filière sur un certain nombre de thèmes que je vais citer maintenant. Alors le premier porte aujourd'hui sur les besoins industriels nouveaux et les applications industrielles à couvrir en lien avec les nouvelles motorisations et le véhicule autonome, donc quel défi technologique relever. Et on a maintenant, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez, tous les 15 jours, un nouveau thème. Donc le prochain, le 4 novembre, comment suivre les évolutions technologiques et marchés de la filière automobile. Le 19, coopérer, racheter, fusionner, donc tout ce qui est coopération, alliance, partenariat interentreprise dans la filière pour limiter les risques dans un contexte évidemment hautement incertain. Ça sera le 19 novembre. Le 4 décembre, donc ce sera le 4e webinaire sur comment s'appuyer sur les compétences et la créativité pour développer le potentiel d'innovation de l'entreprise. Et enfin, le 16 décembre, 5 clés à court terme pour l'excellence opérationnelle dans une PME industrielle. Donc aujourd'hui, ce thème des nouvelles applications industrielles est à la fois extrêmement important et un peu compliqué parce qu'il est extrêmement important parce que ces transformations que nous vivons et notamment l'effet des contraintes environnementales sur les motorisations, sur les émissions de CO2, et puis aussi les évolutions technologiques comme le véhicule autonome et connecté, tout ça remet en cause un certain nombre de productions, alors particulièrement la baisse des motorisations thermiques, hein, évidemment. Donc, ça remet en cause des productions classiques de la filière automobile, notamment chez les PME. Et donc, ces applications qui régressent peuvent-elles être remplacées par des applications qui se développent logiquement en lien avec les motorisations électriques, les stockages électriques, par exemple, qui sont associés à ça, ou le véhicule autonome et connecté, ou d'autres innovations. Alors, la difficulté, si vous voulez, est triple là-dessus. La première, c'est que la visibilité sur les applications de ces
ces innovations technologiques est encore relativement imprécise aujourd'hui. Enfin, on n'a pas une vision complètement exhaustive et calée de ce que concrètement seront ces applications et les modules, les usages et les équipements qui en découleront. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a un certain flou stratégique quand on suit, dans le cadre d'un travail de veille, si vous voulez, l'actualité stratégique des entreprises. On voit bien qu'en 3 mois de temps, on peut avoir des revirements assez radicaux de vision, et on en reparlera notamment à propos du véhicule autonome et connecté plus tard. Et troisièmement, et ça va se voir, je pense, à plusieurs reprises aujourd'hui, on a des innovations technologiques qui mettent essentiellement en prise de grandes entreprises, de l'automobile ou pas d'ailleurs. Et donc, toute la question est de savoir quelle place les PME peuvent y trouver pour justement développer de nouvelles applications. Alors, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir avec nous Jean-Luc Brossard, qui est le directeur R&D de la plateforme filière automobile, la PFA. Et je pense que s'il y a quelqu'un en France qui est en mesure d'apporter des réponses à ces questions complexes des nouvelles applications industrielles liées à ces transformations technologiques, c'est bien lui. Voilà. Donc, je suis ravi qu'il soit présent pour nous expliquer tout ça plus en détail. Je lui laisse la parole de ce. Bonjour à toutes et à tous, donc Jean-Luc Brossard. Donc comme l'a décrit Olivier, et merci pour la présentation, en fait je suis avant tout ce qu'on appelle un car guy, donc ça fait 35 ans que je travaille dans l'automobile, dans plusieurs pays, mais j'ai été en particulier donc directeur technique de 3 constructeurs, hein, Maserati, Matra Automobile, Pininfarina ou d'autres. J'ai été chef de projet chez beaucoup d'entre eux aussi, hein, chez Renault sur l'Avantime ou l'Espace, chez Porsche sur le Cayenne, chez Ferrari sur la California, mais aussi chez Fiat en tant que directeur des programmes. Donc, une expérience automobile, et je suis revenu en France depuis une dizaine d'années à la tête de la direction des avant-projets de l'innovation de PSA. Et depuis 2016, il y a eu la création au sein de la filière automobile de la direction de recherche et développement, dont j'assure la coordination, parce qu'on s'est aperçu qu'on était dans une phase de disruption très importante, et donc il était fondamental de développer en fait les différentes technologies et de communiquer à l'ensemble de notre écosystème, hein, donc des startups PME jusqu'aux académiques et aux grandes entreprises, notre vision prospective en fait du futur de l'automobile à partir du moment où il est non compétitif ou pré-compétitif, de telle façon à que chacun puisse établir ses propres stratégies et puisse définir les grandes orientations pour accompagner ce mouvement très important qu'on est en train de vivre en fait avec une transition d'abord écologique et énergétique, ensuite, comme on l'a dit, communicante, et puis bien sûr automatisée au maximum. Le tout avec des véhicules et des mobilités qu'on va devoir laisser et permettre de rester abordables. Et c'est ça qui est fondamental parce qu'en fait, il faut qu'on réponde aux attentes en fait, des clients et aux attentes des citoyens que vous êtes. Et donc, c'est important de maintenir l'abordabilité et l'exportabilité des actions qu'on mène. Alors, je ne sais pas comment tu veux, je vais couper ma caméra parce que ça limitera la bande passante. Voilà, c'est ce que j'allais te proposer. Alors, on a un support qui sera accessible aussi, évidemment, que j'ai construit, si j'ose dire, parce que je me suis massivement appuyé sur les travaux qu'anime Jean-Luc. Donc, au bout d'un moment, j'ai gardé la charte graphique des travaux de la PFA parce que franchement, alors j'ai quand même j'ai un peu d'orgueil personnel, donc j'ai un peu de transparent que j'ai apporté dans cette affaire-là, mais vous allez voir que la plus-value, évidemment, est largement entre les mains de Jean-Luc. On a construit ce support avec l'idée de faire un premier point déjà sur ces mutations technologiques ou de les rappeler parce qu'elles sont, on vient de les évoquer brièvement puis elles sont connues, et puis d'aborder 3 grands sujets qui sont l'électrification des chaînes de traction et des véhicules sous ses différentes formes, donc l'électrification via les véhicules électriques à 100% avec des batteries lithium-ion, l'électrification hybride et l'électrification avec des moteurs électriques à 100%, mais alimentés par un stockage hydrogène dont on parle beaucoup en ce moment.
Les défis technologiques de l'allègement, qui reste un sujet important évidemment et de plus en plus important pour des questions de performance dynamique et énergétique, et les défis technologiques de la connectivité du véhicule autonome et connecté. Voilà, donc ce sont les 3 grands chapitres qui structurent ce déroulé-là. Donc je fais la petite main, Jean-Luc, tu n'hésites pas à me faire accélérer le cas échéant. On essaiera simplement au cours de cette présentation, même si, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des mutations technologiques qui sont très radicales, on essaiera de pointer, et là-dessus les travaux aussi de la PFA aident à le faire, je pense, dans une certaine mesure, de pointer les contenus concrets, les traductions concrètes de ces innovations en termes de besoins d'équipement ou de besoins d'approvisionnement pour les constructeurs et les équipementiers. Donc, merci Olivier. Donc en fait, on est dans un contexte de forte disruption, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est important de noter dans les disruptions technologiques qu'on voit arriver, la principale, et c'est celle qui nous préoccupe le plus à court terme, en fait, c'est l'enjeu environnemental, avec en particulier la volonté d'avoir une trajectoire importante vers ce qu'on appelle la neutralité carbone. On voit déjà que depuis quelques années, il y a eu une réalité, le transport qui représentait autour de 30% des émissions carbone dégagées à l'horizon européenne, en fait, et dont l'automobile est une forte part. Automobile et camions, c'est la majorité des sujets. On s'aperçoit qu'on a quand même diminué significativement les consommations et les émissions depuis déjà plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a une accélération. On nous demande encore de faire des efforts énormes pour justement pouvoir démontrer cette neutralité carbone. Et donc, on a des normes et des homologations qui arrivent, qui nous obligent en fait, soit pour des raisons de consommation de rejets de particules, soit pour des raisons de sécuritaire ou de connectivité, de modifier en fait ce que sont nos véhicules. Donc, on a une offensive technologique très forte pour répondre d'abord aux enjeux environnementaux, puis aux enjeux sociétaux, avec la diversité industrielle qui va de soi. Mais bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tous nos travaux soient abordables et donc on conserve de la compétitivité. Donc, si tu passes au niveau du slide, il faut savoir que la stratégie au niveau de la filière automobile ne change pas tous les 6 mois, entre guillemets. On a une prospective, même avec un effet exceptionnel comme la Covid-19 actuellement, on a une perspective à 15 ans ou à 20 ans qui reste globalement toujours réelle. On avait exprimé cela au travers du contrat stratégique de filière qui a été signé, je vous le rappelle, le 22 mai 2018 de mémoire. Et donc, à l'occasion de ce contrat stratégique filière, on avait déjà donné des axes importants, donc avec 2 axes pour ce qui concerne la recherche et le développement. Le premier, c'est être acteur de la transition énergétique et écologique. Et là, pour cela, il y avait plusieurs sujets, donc viser une multiplication par 5 des véhicules électriques en 2022 et apporter en fait l'infrastructure nécessaire avec en particulier un engagement public-privé d'avoir 100 000 points de recharge publique disponibles à l'horizon de la fin du quinquennat. Actuellement, globalement, on a vu qu'il y avait une accélération des véhicules électriques en France et en Europe. En France, des véhicules électriques et des véhicules électriques hybrides rechargeables représentent déjà plus de 9% de part de marché en 2020. On a déjà dépassé en octobre les 75 000 véhicules électriques à batterie vendus en France. Et donc, on est pratiquement sur la trajectoire des 90 000 à 100 000 qu'on s'était fixé cette année. Au niveau de l'infrastructure, il y a des progrès à faire encore parce qu'on sait qu'on a à peu près 30 000 points de charge publics disponibles, qu'on en envisage 100 000, mais il y a eu la signature la semaine dernière à l'occasion d'un événement qui s'appelait 100 000 bornes. Il y a eu la signature de sociétés privées comme Casino, Super U, Lidl, Leclerc, mais aussi la métropole du Grand Paris, Engie, Total, et qui se sont tous engagés à prendre le même objectif que celui qui avait été annoncé donc, par le président de la République, c'est-à-dire avoir 100 000 points de recharge disponibles en France en 2021.
Et ça, chacun s'est engagé. Engie, par exemple, s'est engagé à mettre 12 000 cette prochaine année. Le deuxième point, c'était faire émerger une offre industrielle française et européenne dans le domaine des batteries. Comme vous le savez, on a fait un IPCEI, donc un projet d'important project for common interest, European interest. Ça veut dire qu'on a développer une chaîne de valeur stratégique de telle façon à pouvoir industrialiser et fabriquer des cellules de batterie en Europe plutôt que de les importer d'Asie. Et donc, vous avez pu voir déjà la création d'une grande société qui s'appelle ACC pour Automotive Sales Company, donc émanante de Saft Total, mais également partenaire de PSA, qui va fabriquer donc des batteries sous une forme de gigafactory, comme on le sait, en France et en Allemagne, donc à Douvrin et à Kaiserslautern. Le troisième axe, c'était créer une filière hydrogène, et on reviendra dessus tout à l'heure. On a signé donc ce qu'on appelle un engagement de la croissance verte le 29 mai 2019, puis travailler bien sûr sur tous les autres sujets qui ne sont pas forcément cités par ailleurs, mais pour diminuer les émissions, diminuer les dégagements de gaz à effet de serre. L'allègement est toujours vertueux, la résistance au roulement est toujours vertueuse, et il y aura quand même aussi des énergies alternatives pour des usages qui sont non couverts par le véhicule électrique, et donc l'apparition de biocarburants en particulier, biogaz ou biofuel. Et puis, bien sûr, dans notre démarche, toujours stimuler l'économie circulaire et une réflexion d'éco-conception. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, si on change de sujet, le deuxième axe, en fait, c'était créer l'écosystème du véhicule autonome et connecté et expérimenter à grande échelle ces services ou ces nouveaux services que peut apporter cette démarche-là. Il faut savoir que pour des problèmes techniques et d'accessibilité économique, il y a moins de pression aujourd'hui sur des activités autonomes au sens full autonome. Néanmoins, il y a toujours nécessité de créer un écosystème favorable à son développement, c'est-à-dire toutes les réglementations, tous les certificats nécessaires en fait à pouvoir rouler sur route ouverte avec des constructeurs, des conducteurs ou des passagers qui auront d'autres actions dans la voiture et donc de la voiture qui pourra en toute sécurité transporter d'un point A à un point B ses occupants. Alors pour cela, on a décidé de mener des expérimentations à grande échelle. Il y a un projet en France qui s'appelle SAM, donc un projet de sécurité pour la mobilité autonome, et donc avec un plan d'expérimentation qui intègre plus de 19 expérimentations grande échelle, des expérimentations qui vont des robots industriels en passant par les navettes jusqu'aux véhicules, en particulier par exemple des véhicules qui peuvent être essayés sur l'axe Roissy-La Défense, dans le but de mettre en commun en fait tous les résultats et toutes les données pour permettre tant aux industriels que tant à l'institution publique de bien réglementer en fait ces nouveaux usages qui sont induits par le véhicule autonome. Après, bien sûr, il faudra définir les technologies et les standards de communication du véhicule connecté. L'importance pour nous dans la communication, c'est la communication entre la voiture et son écosystème, dans ce qu'on appelle communication voiture to voiture, ou V2V, voiture to infrastructure, voiture to piéton aussi pour des raisons de sécurité. Il est clair qu'avec l'apparition, par exemple, de la 5G, on aura des temps de latence beaucoup plus courts. On aura donc la possibilité d'avoir des échanges de données très, très rapides qui permettront plusieurs avantages pour la voiture autonome, donc de dialoguer avec les voitures, l'infrastructure ou les piétons pour savoir où ils sont et éviter les accidents. Mais ça permettra aussi de la recharge over the air pour nos calculateurs qui sont maintenant nombreux et qui devront être mis à jour aussi pour des raisons de sécurité ou de sécurité active ou de cybersécurité. Et donc, nos priorités dans le domaine de la connectivité, on reviendra dessus, c'est la gestion des données, la cybersécurité et les services que cela peut apporter. Et donc, pour cela, on va travailler avec les zones locales. Donc, la filière automobile, comme vous le savez, donc a établi en fait une organisation autour de programmes. Donc, il y a 4 programmes majeurs au niveau de la recherche et développement de la filière automobile et de la PFA. Donc, le programme France Véhicules à faible empreinte environnementale, donc axé, comme on l'a vu, sur tous les problèmes d'électrification, d'hybridation, de groupes autopropulseurs et de rendement de véhicules.
le programme véhicule autonome, tout ce qui est sécurité et aide à la conduite, et le programme véhicule connecté. On a rajouté cette année, donc ça ne l'est pas encore dans ce slide, on a rajouté depuis quelques mois, donc le mois de juillet exactement, un programme électronique de puissance, parce qu'il y a l'opportunité de développer l'industrialisation de certains éléments, composants électroniques, en particulier pour accompagner l'électromobilité, donc d'électronique de puissance. Et donc, il y a l'opportunité, avec du changement de technologie SiC ou GaN, de faire ce nouveau déploiement plutôt industriel en France et en Europe. Et donc, c'est des emplois pour demain. Donc, si on regarde ensuite les défis, on va les passer un par un. Donc, le premier défi technologique, c'est l'électrification. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la filière automobile et du CSF Auto, on a établi une feuille de route technologique qui a été présentée à l'occasion du CORAM, donc le Conseil d'orientation de la recherche automobile et mobilité. Mais je vais vous expliquer comment on arrive aux conclusions qu'on a apportées pour y arriver rapidement. Donc, la première chose sur l'électromobilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, le train des parties. Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont accéléré pour atteindre l'objectif qu'on a fixé dans le contrat stratégie de filière et que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, en 2020, on avait comme objectif d'avoir une trajectoire de 100 000 véhicules électriques. On va y être probablement. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait 58 propositions d'hybrides rechargeables en Europe. Il y a pratiquement, si on prend toutes les modes de véhicules électrifiés, plus de 200 propositions qui sont faites par les constructeurs, par les divers constructeurs. Donc, le parc de véhicules électrifiés suit une certaine courbe, de telle façon à arriver, donc on sera probablement autour de 400 000 déjà, bien au-delà de 400 000 à la fin de cette année. Et avec l'ambition d'avoir 1 million de véhicules électrifiés à l'horizon 2022. Si on regarde ensuite la mutation technologique, comme je l'ai dit, on s'aperçoit que ça s'accompagne quand même fortement d'objets pour accompagner ces développements d'électromobilité. Vous avez donc le moteur électrique, vous allez avoir des onduleurs, des rechargeurs et ainsi de suite, des bornes, des stations de recharge. Tout ça, ça va avoir beaucoup d'électronique et d'électronique de puissance et ça va nécessiter donc d'accompagner cette mutation avec des technologies SiC ou GaN pour nitrure de gallium en fait qui sont nécessaires à ce bon développement. Si ensuite on regarde le prochain sujet, donc on a au niveau de la filière, comme vous le savez, un observatoire et des modèles qui nous permettent d'estimer en fait les intentions d'achat dans les prochaines années. Et si on regarde, et donc que l'on fait avec un partenaire qui s'appelle le BIP, pour BDO BIP, et donc chaque année on définit notre mix énergie powertrain estimé pour l'horizon d'une quinzaine d'années et la contribution carbone consolidée de l'ensemble du secteur du transport routier. Donc, ça nous permet de dimensionner l'ensemble des composants. Et si je reprends par exemple un composant qui est fondamental et qui est celui de la batterie, on est capable de dire en fait quels sont les besoins de l'industrie automobile et l'industrie des poids lourds, quels sont les besoins en batterie à chacun des horizons. Ce qu'on voit, c'est que dès 2030, en prenant bien sûr des moyennes de kilowattheures embarqués de batterie par véhicule, dès 2030, on a un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 300 gigawattheures de besoin de batterie annuel. Ce besoin pourrait monter même s'il y avait du fait du Green Deal, comme vous le savez, la volonté d'accélérer la trajectoire vers la neutralité carbone et de passer d'un taux aujourd'hui qui est à peu près de 40% de diminution des émissions entre 1990 et 2030, à un taux qui pourrait être, d'après Emmanuel Macron, de l'ordre de 55%. Donc, on pourrait avoir besoin plutôt de 300, 350, voire 400 gigawattheures, c'est-à-dire presque une dizaine de gigafactories. Une gigafactory, c'est un terme employé par Elon Musk, parce que dans giga, il y a un peu gigawattheure, donc on pense à électrique. Donc, c'est des batteries, c'est des factories d'industrie de batterie qui sont de très, très grande dimension.
et généralement, une gigafactory, ça peut faire de l'ordre de 40 gigawattheures. Donc, on voit qu'on a besoin en Europe de presque une dizaine de gigafactories, sachant que c'est des investissements très lourds. Vous savez qu'un investissement 10 gigawattheures, c'est plus d'1 milliard, c'est entre 1 et 2 milliards d'euros. Donc, vous imaginez, si on parle de 300 gigawattheures, d'un besoin d'investissement en Europe de plusieurs dizaines de milliards d'euros par les industriels. Et donc, c'est pour ça que, comme la chaîne de valeur est jugée stratégique, la Commission européenne aide en fait les entreprises sur ce domaine-là. Si on regarde la répartition, donc comme il y a eu cette aide et ces initiatives européennes, on s'aperçoit qu'une grosse dizaine de gigafactories ont commencé à émerger avec des projets donc, qui sont de deux types, des projets européens avec des sociétés européennes. Donc, celle qu'on connaît bien en France, bien sûr, c'est Saft, hein. Mais ça peut être Northvolt, qui est parti d'abord d'un projet suédois et qui va s'installer également en Allemagne. Et puis, ou des projets comme Varta. Et puis, des projets qui sont des projets plutôt d'implantation d'usines qui reviennent de systèmes qui ont été développés soit en Asie, soit aux États-Unis. Donc, on retrouve pour l'origine asiatique du CATL, pour les Chinois, du LG, du Samsung. Mais on retrouve aussi une usine qui est prévue d'être usine de batterie, usine de voitures pour Tesla dans la banlieue de Berlin. Donc, on voit tout ça qui sont des projets en fait, qui sortent de terre, j'allais dire. Parce que bon, si on prend l'exemple de Saft, bon, la société ACC est créée, hein, son directeur général a été nommé et c'est Yann Vincent. Vous avez déjà une première usine pilote à Nerzac dans la Nouvelle-Aquitaine, en fait, qui va pouvoir faire 1 gigawattheure et vous aurez la fabrication de batteries à la fois à Douvrin, à la fois à Kaiserslautern, avec des capacités probablement de 3 lignes de 8 gigawattheures, c'est-à-dire 24 gigawattheures chacun, pour un total donc, qui fera presque 48 gigawattheures, donc c'est vraiment une gigafactory, et qui sont prévues sur des technologies à la fois de lithium-ion liquide qu'on possède aujourd'hui, qui est à la fois sur lithium-ion solide, qui est la technologie de demain. Donc ce qu'on voit, c'est que l'Europe en fait a bien démarré et qu'il y a déjà la possibilité d'avoir entre 150 et 200 gigawattheures dès 2025 et qu'ensuite, une fois que les industries sont installées, ça sera facile d'augmenter les capacités. Donc, c'est un sujet qui a été pris à l'Europe et qu'on a suivi en termes de contrat stratégie de filière en même temps en fait, que son déploiement. Donc, c'est globalement 2018-2020 qui étaient les 2 années importantes. Au final, si on regarde en fait ce qu'on a présenté, donc c'est le schéma en fait de la feuille de route technologique, donc communiqué de presse donc a accompagné le CORAM, donc vous le retrouvez sur le site de l'État. C'est une feuille de route technologique stratégique qui a été partagée public-privé avec des axes de travaux importants. Donc là, ce qui était fondamental, c'était de démontrer l'intérêt croissant qui était porté aux motorisations hybrides et électriques, tant en France qu'en Europe, et que ce trend-là, il est parti et il faut absolument l'accompagner pour garder de la compétitivité. Donc, on avait 3 axes majeurs. Un axe sur l'industrie des moteurs électriques en France. Donc, il y a toujours des possibilités pour augmenter la puissance, augmenter l'autonomie, le temps de recharge, le système énergétique, inclure la recyclabilité, hein, qui est un problème important, mais toujours avec l'esprit de gagner en coût, fiabilité, performance, et c'est ça qui est important. Donc, accompagner cette industrie de l'électromobilité avec des points de recherche importants et d'innovation sur la mécatronique, la réluctance variable, la compacité, le refroidissement, les matériaux. Alors, j'ai mis matériaux sans terres rares parce que, bon, vous avez bien compris que les terres rares, on en trouve principalement dans les moteurs électriques, mais que les autres organes que peuvent être comme la batterie, il y a des problématiques de matériaux stratégiques dont les phénomènes géopolitiques peuvent nous mettre en difficulté si on n'a pas une sécurisation de l'approvisionnement. Le deuxième axe, c'est l'industrie de l'électronique de puissance. Donc là, il n'y a pas de problème de fond, c'est-à-dire qu'on voit dans nos études qu'en 2030, pratiquement 100% des modèles et des véhicules vendus en Europe seront ce que j'appelle électrifiés. C'est-à-dire pour des raisons économiques, tous les véhicules ne seront pas électriques ou
hybride rechargeable, mais il y aura une forme d'électrification et d'hybridation légère, c'est-à-dire à tous les moteurs qui vont être fournis, l'association de moteurs électriques pour faciliter le départ à froid, les décollages, augmenter les performances, parfois augmenter l'adhérence et permettre en fait des systèmes peut-être de roulage électrique avec une batterie beaucoup plus petite, donc de roulage électrique de plus petite distance, mais qui sont la sortie de garage ou la sortie de résidence. Donc, il est important d'avoir une feuille de route et ce qu'on a partagé entre deux filières, hein, donc la filière automobile, mais également la filière industrielle électronique. Et ensemble, on développe en fait et on défend auprès du gouvernement la possibilité de développer des modules électroniques de nouvelle génération sur la base de silicium et des grands gaps, GaN et SiC, et donc dans le but de localiser en France cette production de systèmes avec leurs composants, c'est-à-dire les onduleurs, les convertisseurs, les chargeurs. Donc c'est très très important de surfer en fait sur la vague de l'électromobilité pour industrialiser en France des technologies qui pour nous seront demain des valeurs stratégiques. Donc il faut savoir que le coût de l'électronique aujourd'hui dans un objet de mobilité comme une voiture a bien dépassé le coût d'un ancien moteur. Les projets de développement donc, dans le packaging sont aussi importants, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on intègre tous ces calculateurs et toute cette électronique dans des véhicules ou dans des systèmes, y compris leur refroidissement et la gestion de puissance, et donc avoir une réflexion d'écosystème complet, intégrant la connectique, les câblages et la sécurité. Le troisième axe, c'est les cellules et les packs de batterie en France. Donc, le besoin en Europe, comme je l'ai vu, il a été modélisé, il est supérieur à 3 gigawattheures. On a mis en place en fait des gigafactories pour fabriquer des cellules de batterie et ensuite, il va falloir en faire le packaging et associer l'électronique nécessaire pour le faire. Donc, il est important de continuer à encourager la R&D sur ces sujets-là, mais encourager la R&D aussi sur ce que j'appelle le post-lithium-ion, c'est-à-dire les futures générations de batteries, notamment la 4e génération de batterie avec un électrolyte solide. Mais on peut voir aussi d'autres chimies, soufre-sodium et des intégrations un peu particulières. Donc, le premier axe très important et qui est fondamental dans les prochaines années, c'est orienter notre mobilité vers une mobilité décarbonée et ça passe par une électrification massive de nos ventes et ensuite de notre parc. Donc, les enjeux liés à l'électrification, hein, on vient de les détailler. Vous retrouvez bien sûr tout ce qui est traction, donc moteur électronique de puissance, tout ce qui est stockage d'énergie, tout ce qui est architecture véhicule. Au niveau de l'infra de recharge, j'en ai peu parlé. J'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'on a comme objectif quand même d'avoir très rapidement en fait, des bornes de recharge. Donc, si on raisonne par rapport, et l'AVER en fait un baromètre qui nous permet de suivre. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de mille de bornes de recharge, de points de recharge qui sont publics. On a pratiquement plus de 700 à 800 000 points de recharge qui sont dans notre domaine privé, c'est-à-dire ou domicile ou travail. Mais si on regarde la courbe, ce qui est important de voir, c'est où on doit aller en termes d'infrastructure. Alors, si on raisonne au niveau de la France, les chiffres à retenir, c'est 100 000 points de charge en 2021 public, 300 000 points de charge en 2025 public, 700 000 points de charge en 2030 public. Et de la même façon, si on raisonne au niveau européen, on arrive avec des valeurs supérieures à plusieurs millions de points de charge publics. Hein, on est pratiquement 2,6 millions ou autre, et donc c'est important de voir ça. En même temps qu'on développe la recharge publique, il va falloir développer la recharge aussi, l'accès à la charge privée, c'est-à-dire au domicile ou au travail. Et donc là, vous verrez qu'il y aura pratiquement besoin d'une point de charge possible par véhicule acheté dans un site privé. C'est-à-dire que chacun qui achète sa voiture électrique doit avoir la possibilité de se brancher chez lui ou à proximité s'il est dans
dans un immeuble, ça sera sur la route avec un accès à la charge public-privé. Mais il y a pratiquement, on retrouvera, s'il y a à l'horizon 2030, par exemple, 7 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en France, vous retrouverez probablement 7 millions de points de charge dans le domaine privé. Si on regarde ensuite, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des besoins d'innovation qui ont été travaillés par les experts en fait, de toutes les équipes en fait, de la tête de filière. Vous retrouverez des experts de Renault, de PSA, ainsi de suite, et qu'on définit ces besoins donc en disant nous, on a des verrous technologiques à lever, verrous qui sont soit technologiques, soit qui sont technico-économiques, c'est-à-dire qu'on a la solution technologique, mais elle n'est pas au prix que le client est prêt à la payer. Et donc, il faut absolument travailler. Donc, vous retrouvez sur le site de la PFA tout un ensemble de fiches, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, sur les composants électroniques actifs et passifs, sur, si on prend le prochain, le système de stockage d'énergie à batterie, sur l'infrastructure de recharge, tous les sujets que j'ai développés, et allant même jusqu'à l'architecture même. C'est-à-dire qu'on voit que, je prends le dernier exemple des nouvelles architectures véhicules, à un moment donné, pour donner de l'espace à la batterie, faire peut-être des plateformes spécifiques, on peut imaginer que des moteurs roues peuvent être pertinents. Et donc, intégrer l'ensemble de la roue, de la suspension dans un espace beaucoup plus réduit pour permettre à mettre sous la zone habitable, en fait, le maximum d'éléments, en particulier le maximum de cellules de batterie. Donc, on voit que tous ces points-là, vous les retrouvez. Vous savez que la PFA a une plateforme d'innovation dans laquelle toutes les PME, ETI ou académiques peuvent proposer des solutions en fait, à ces besoins. Ils écrivent et comme on est sur un système avec moteur de recherche, en fait, cette plateforme innovation oriente toutes les propositions directement vers l'expert concerné dans chacun des grands groupes. C'est-à-dire l'expert, si vous faites un projet de moteur à réluctance variable ou sans aimant, ça va directement vers le responsable moteur électrique de Renault, responsable moteur électrique de PSA, responsable moteur électrique de Valeo, et ainsi de suite. Et donc, si la proposition que vous faites est jugée pertinente, ces grands groupes vous recontactent en direct pour creuser en fait vos propositions technologiques, éventuellement si vous en avez. Alors, l'enjeu de ce système, c'est l'enjeu des compétences. Et vous voyez qu'on est dans une transition aussi où on passe de compétences qui étaient essentiellement mécaniques, entre guillemets, carrossier et électrique dans l'automobile à une compétence un peu plus globale avec des nouveaux métiers, beaucoup de simulations, d'électronique de puissance, de la connectique, de l'électrochimie, et sur lequel il faut orienter nos métiers, nos formations pour alimenter ce besoin, parce que comme je l'ai dit, 100% des véhicules seront électrifiés à l'horizon 2030, mais à l'horizon 2050, comme on vise une neutralité carbone, plus de 70% seront des véhicules électriques à batterie et plus de entre 15 et 20% seront des véhicules électriques avec un complément d'autonomie ou d'usage possible, soit par de l'hydrogène, soit par des carburants neutres en carbone, c'est-à-dire synthétiques ou bio. Si on passe au slide suivant, on voit que les enjeux énergétiques sont valables en fait aussi pour des solutions, comme je viens de dire, à hydrogène. Et donc, on aura besoin, pour des raisons simples, de volonté d'avoir des usages complémentaires aux usages de la véhicule électrique à batterie. On aura besoin probablement de solutions de carburant alternatifs. Ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène est une bonne solution parce que l'hydrogène permet plusieurs choses. C'est quand même un vecteur énergétique qui, à l'usage, permet en fait de rouler en zéro émission. Donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant et qui a l'avantage en plus d'avoir un temps de recharge qui est inférieur à 3 minutes pour un véhicule particulier ou un véhicule utilitaire léger. Et donc, permet des usages beaucoup plus intensifs et beaucoup plus cohérents de ce qu'on a l'habitude.
Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une batterie de 50 kWh et que vous la chargez sur une prise à 3 kW, vous voyez tout de suite que vous allez faire des échanges de l'ordre de 1,8-2 kW, il va vous falloir 20 heures ou 25 heures pour la charger, donc il faudra plutôt de la recharge rapide. L'avantage de l'hydrogène, en complément du véhicule électrique à batterie, c'est que la recharge, elle est très rapide, elle est en 3 minutes. L'autre avantage, c'est qu'on sait embarquer beaucoup plus d'énergie. Si on embarque 1 kg d'hydrogène sur un véhicule particulier, un véhicule utilitaire léger, ça permet de faire 100 km. Donc, avec 5 kg d'hydrogène, vous avez des autonomies supérieures à 500 km, qui est ce dont on a l'habitude aujourd'hui avec certains de nos systèmes. Par contre, l'hydrogène, ça se réfléchit en fait à travers un écosystème complet. Nous, notre objectif, donc, c'est d'amener de la mobilité, de contribuer à la neutralité carbone en 2050, hein, comme on l'avait exprimé à l'occasion de la COP21 à Paris. Mais pour amener de la neutralité carbone en 2050, donc il faut que la mobilité, qui est une source d'émissions carbone importante aujourd'hui, que la mobilité soit décarbonée. Et pour que la mobilité soit décarbonée, la première chose qu'il faut, c'est que l'énergie que l'on utilise soit décarbonée. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait dans des réflexions de production une énergie décarbonée. Ça veut dire, si elle est électrique, plutôt électrique avec un taux de carbone dégagé équivalent à celui qui est à la France. Hein. On a en gros 50 grammes de CO2 par kilowatt, alors que si vous regardez la même chose en Allemagne, vous êtes plus près des 300 et en Pologne, plus près des 600. Donc, il faut absolument que l'électricité soit, décarbonée et que l'hydrogène qu'on associe pour faire des usages ou industriels de décarbonation ou des usages de mobilité soit divers, c'est-à-dire issus d'énergie renouvelable, fait à partir d'électricité par électrolyse. Et c'est ça qui est forcément important. Donc, notre message, c'est qu'il y a une opportunité pour de l'hydrogène décarboné à terme, mais il faut une source d'énergie qui soit une source issue d'énergie renouvelable, sachant que d'autres technos peuvent être transitoires. On a fait, et vous le retrouvez sur le site de la PFA, toute une explication en fait de cet écosystème hydrogène et où on doit aller. Vous retrouvez en particulier les verrous technologiques et les enjeux matériaux importants qu'on a dans le domaine. En verrou technologique, il faut baisser de toute façon, de façon significative pour être compétitif les coûts des équipements. Donc, c'est vrai pour la pile elle-même avec les membranes, les électrodes. C'est vrai pour le stockage de l'énergie avec les réservoirs. Aujourd'hui, dans le véhicule particulier, on est sur une logique de 700 bars. Donc, on a des réservoirs qui tiennent à 700 bars et qui sont donc réalisés avec de la fibre de carbone et un certain nombre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est très, très intéressant et qu'il faut travailler. Et donc, on a des verrous aussi, par exemple, sur le compresseur. Donc, une pile à combustible a besoin d'être alimentée en air. Donc, il y a besoin de compresser l'air. Mais globalement, l'air et l'hydrogène qu'on fournit doivent être, entre guillemets, filtrés de telle façon à ne pas être pollués. Et donc, il y a toute une problématique technique. Donc, on a évalué en fait les problématiques techniques sur lesquelles il faut travailler et il y a encore des sujets importants. On prenait l'exemple du coût du réservoir. Aujourd'hui, celui qui achète un réservoir à hydrogène à 700 bars en carbone le paye généralement. Donc, c'est un ordre de grandeur, hein, plus ou moins quelque chose, mais c'est plutôt 1 000 € au kilo embarqué. Notre objectif, à terme, c'est de la baisser à 300 € au kilo embarqué. On a des champions en France qui sont Forestia, que sont Plastic Omnium, qui travaillent dessus avec l'ouverture, par exemple, par Forestia, d'un centre hydrogène à Bavent, dans l'est de la France, et qui aura comme mission d'accompagner ces évolutions technologiques pour être compétitif. Tout cela, vous le retrouvez donc sur le site de la PFA. Vous allez dans l'onglet filière, recherche et développement. Vous regardez les documents de synthèse de la filière et après, donc, c'est véhicules à faible empreinte environnementale et vous aurez le document sur l'hydrogène. Si on prend le prochain document, ça reste le même sujet. Hein, donc, sur les fournisseurs, là. Ouais, c'est sur les fournisseurs.
Donc là, on est en train, c'est un sujet qu'on est actuellement, qui est actuellement d'actualité, parce qu'on est en train de bâtir en fait un ensemble de collaborations franco-allemandes européennes, de telle façon à retrouver l'ensemble des fournisseurs dont on a besoin pour avoir une industrie européenne. Et c'est pour ça qu'on va postuler à ce qu'on appelle un IPCEI. Donc vous savez que la France a décidé d'investir 7,2 milliards sur le vecteur énergétique hydrogène d'ici 2030, dont 1,5 milliard sera mis dans le cadre d'un IPCEI, donc un projet européen. Et quand on regarde les annonces qui ont été faites dans tous les pays, j'ai fait la consolidation dans nos réunions européennes. Donc, si vous regardez les 7,2 milliards de la France, les 9, quelques milliards de l'Allemagne, les 8,6 milliards de l'Espagne, et ainsi de suite, on a déjà les pays membres de l'Europe qui se sont engagés en fait, à plus de 30 à 40 milliards d'investissements dans le secteur. Donc, c'est quelque chose qui est fait, qui est parti, qui n'est pas forcément quelque chose de très, très court terme, parce que, comme je l'ai dit, pour l'instant, il y a des verrous technologiques à lever. Il y a un bilan économique qui fait que les objets de mobilité à hydrogène sont beaucoup plus chers que les objets qui le remplacent, mais c'est potentiellement pour les années 2030, 2040, 2050 un vecteur énergétique très intéressant. J'ajoute que ce qui est très intéressant dans cette étude sur l'hydrogène et la pile à combustible, c'est que là, on a effectivement l'identification sur ces deux tableaux-là, celui-ci et le précédent, des endroits où se trouvent les défis technologiques et d'une identification précise des composants qu'il va falloir concevoir, industrialiser, dont il faudra réduire les coûts aussi pour répondre aux besoins des constructeurs. Donc, du point de vue des applications industrielles, sur cette problématique-là de l'hydrogène, on a, me semble-t-il, quelque chose de vraiment précis, quoi. On peut peut-être embrayer sur l'allègement. Oui. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que notre objectif de neutralité carbone, en fait, il y a d'autres vecteurs qui sont vertueux pour abaisser les émissions et les consommations. Oui. Un des premiers vecteurs, c'est tout ce qui, en fait, freine en fait à la force de traction, et donc on voit très bien que des sujets de type aérodynamique, frottement mécanique, force de traînée de roulement ou allègement sont tous à améliorer si on veut diminuer les consommations et les émissions. Alors consommation au sens large, hein, c'est pas forcément des consommations de véhicules à combustion interne et à carburant. Si vous avez un véhicule électrique qui est plus léger, il aura une autonomie plus longue. Donc, il est important de toute façon à considérer l'allègement comme toujours vertueux. Donc, on a nécessité de prendre en compte ce sujet-là, d'autant plus que vous savez que dans le cycle WLTP, un gain de 100 kg fait gagner quand même 3 à 4 grammes. Et donc, ça reste quand même un objectif intéressant. Et donc, il est important de travailler parce que la pénalité sur le gramme de CO2 au-delà du café en Europe, hein, c'est 95 € au kilo. Donc, 95 € au gramme, pardon, excusez-moi. Donc, il y a besoin de travailler sur le sujet. Donc, on va travailler à la fois les aciers, avec des travaux, des aciers à haute caractéristique, donc avec un prix matière qui va rester, donc lui, par contre, de l'ordre d'euros au kilo, des alliages en aluminium et des polymères et des composites. Ce qui est important dans l'allègement, en fait, c'est qu'il va être confronté à d'autres solutions d'économie en fait, d'énergie. Et donc, on comparera bien sûr le prix l'euro au kilo, mais qui sera traduit en prix euro au gramme, entre une solution d'allègement, une solution d'aérodynamique, une solution de moteur, plus électrifié ou pas électrifié, et qu'on voit quand même qu'on a besoin de travailler sur tous les sujets. Donc, on a une dizaine de kilos qui est accessible sur tout ce qui est en acier. La facilité, c'est quand même d'appliquer de l'aluminium là où c'est possible, parce que ça reste le meilleur ratio masse-performance. Et puis, des composites, sachant que bon, l'utilisation des composites est souvent un peu plus chère, surtout si on a en composite la fibre de carbone ou un certain nombre de sujets.
Quels objectifs on a? En fait, on a objectif de gagner 50 kilos en 2025 et encore 100 kilos à 150 kilos en 2030. Si vous regardez l'augmentation des masses, le sujet de la masse, c'est un sujet d'actualité, mais en fait, c'est vrai que les véhicules ont augmenté entre 100 et 150 kilos tous les 10 ans depuis une trentaine d'années, mais en fait, essentiellement pour des raisons à la fois de sécurité, parce qu'on est quand même passé, si on raisonne en France, de 30 000 morts à 3 000 morts, et donc des raisons de sécurité, mais aussi des raisons d'équipement embarqué de plus en plus sophistiqués. Depuis une dizaine d'années, par contre, on voit un effet inverse, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, l'allègement est pris en compte et on voit déjà que les véhicules renouvelés sont nettement plus légers, entre guillemets, que les véhicules remplacés. Donc, vous avez des efforts importants qui ont été faits sur les nouvelles 308, les nouvelles 3008, 5008, les nouvelles Clio, les nouvelles Mégane et tout ça, nouvelles captures. Donc, on voit quand même que la tendance a été retournée, entre guillemets, en 2010 et que maintenant, on est dans une logique de diminuer la masse des véhicules pour la partie non chaîne de traction. Parce qu'il est clair qu'à partir du moment où vous faites des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, vous embarquez énormément de batteries. Une batterie, c'est très lourd encore aujourd'hui. La densité massique est quand même très élevée. Et si vous embarquez 50 kWh de batterie, vous êtes à près de 350 kg que vous embarquez dans votre voiture, qui est relativement important. Pour un véhicule hybride rechargeable, c'est moindre, c'est un avantage parce que vous avez entre 10 et 15 kWh, mais c'est quand même une centaine de kilos supplémentaires. Donc, c'est loin des débats négatifs qu'on peut lire, mais néanmoins, il faut travailler la masse de telle façon à améliorer les autonomies, les performances, tout en maintenant un niveau de sécurité qui est fondamental et qui n'est pas qu'on ne peut pas ne pas respecter. Le point important, bien sûr, c'est l'économie circulaire. Et de plus en plus, il va falloir qu'on ait une réflexion de recyclage des voitures, recyclage des batteries. Et donc, ça devient un des sujets majeurs pour la filière, devient les plastiques. Et donc, la nécessité du taux d'utilisation des plastiques recyclés qui était en constante progression, avec déjà plus de 25% à la date d'aujourd'hui. On a pris des engagements au niveau des constructeurs français, l'engagement en fait de 100 000 tonnes de plastique recyclé incorporé à la fin du quinquennat dans les véhicules. Bien sûr, on met toujours une réserve, c'est la réserve technico-économique. On ne peut pas enrichir nos voitures indéfiniment. Il y a des prix de marché. Les clients que vous êtes, en fait, acceptent d'acheter des voitures qu'avec une certaine référence. Donc, il faut rester dans le prix de marché. Et donc, il est très important que toutes les solutions alternatives à des solutions qu'on avait précédemment doivent rester compétitives. Alors, de la même façon, vous retrouverez des fiches donc, avec les besoins, donc sur l'allègement, l'optimisation des processus de conception multimatériaux en particulier, des simulations numériques, l'application de plus en plus de polymères, l'intégration de fonctions et la recyclabilité. Donc, sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à nous faire des propositions, n'hésitez pas à contribuer en fait à ces besoins. Donc, les compétences et les technologies là sont déjà plus connues. Il y a néanmoins quelque chose qui est fondamental, c'est la démarche qu'on veut holistique du cycle de vie, c'est-à-dire qu'on prenne la vision globale, j'allais dire pratiquement du berceau à la tombe, de l'impact sur l'environnement des solutions technologiques que l'on applique. Donc, avoir une réflexion sur quelles sont les matières extraites, comment est faite la fabrication, quel en est l'usage et quelles sont les émissions à l'usage, et comment on fait pour recycler, revaloriser en fin de vie les éléments. Donc, ça fait apparaître aussi des nouveaux métiers. L'analyse cycle de vie est un must. Et donc, nous, on souhaite, et c'est par contre très difficile de l'intégrer dans la réglementation, mais on y réfléchira, parce qu'il ne faut pas raisonner uniquement en émission à l'usage, où on dit du réservoir à la roue.
mais avoir une réflexion plus globale qui peut remettre en cause en fait certains arbitrages que l'on fait. Donc il faut avoir une démarche de neutralité technologique par rapport à cette analyse cycle de vie et bien regarder les impacts réels en fait des choix énergie technologique que l'on fait. On aura beaucoup de modélisation, de simulation, comme on est multimatériaux, de plus en plus il va falloir bien modéliser pour garantir les performances de sécurité, les performances de tenue mécanique et autres, des métallurgies qui vont augmenter, celle de l'aluminium, le transfert de résine, bien sûr, pour les composites, la thermodynamique et les refroidissements, donc beaucoup de sujets nouveaux au niveau des compétences et des technologies en jeu. Bon, ça, c'est un transparent qui décrit, mais on va passer rapidement là-dessus, la répartition des poids dans un véhicule cœur de marché segmenté. Et qui montre aussi, du coup, par rapport au premier transparent que tu évoquais sur ce chapitre-là, l'enjeu de la substitution de matériaux, de l'aluminium aux aciers, des composites éventuellement aux aluminiums ou aux aciers. On voit qu'on a à la fois des marges de manœuvre et en même temps des difficultés à le faire parce que si on prend les aciers, ils ont des capacités de déformation et notamment d'absorption d'énergie en cas d'accident, par exemple, qu'ont pas forcément les autres matières. Donc tout ça est très... Oui, tout ne peut pas être substitué. Voilà. Ce qu'on voit quand même, ce qui est fondamental, c'est que à l'horizon 2020, et ça sera... on a encore 2/3 des matériaux qui sont embarqués dans une voiture qui sont des matériaux métalliques. Ouais. À l'horizon de 10 ou 15 ans, il y en aura encore quand même plus de 75%, ou 70%. Donc on voit quand même qu'il y a une progression vers plus d'aluminium dans un premier temps, que les polymères, les verres et autres sujets sont des choses qui sont plutôt en constante et que c'est au cas par cas en fait qu'on définit quel est le bon matériau pour la bonne prestation. Mais dans un premier temps, dans les domaines d'allègement, on privilégie l'allègement de l'acier à l'aluminium. Et après, ça dépendra de la performance. Comme tu dis, pour un crash, la déformation nécessaire des longerons fait que la technologie à retenir est pratiquement définie. Donc nous, au niveau de la filière, on a fait une base de données avec toutes les caractéristiques des matériaux et tous leurs usages possibles pour définir quel est le meilleur matériau pour l'usage donné qu'on veut faire à un moment donné. Donc, en fait, un des messages en fait, qu'on pourrait passer aujourd'hui, c'est que l'avenir, en fait, c'est le multi. Ça va être du multimatériau. On va avoir là où il en aura besoin des aciers, là où il aura besoin de l'aluminium et là où on aura besoin des composites. Et on sera dans une démarche plutôt d'assemblage multimatériaux et donc forcément de réflexion, de fixation multimatériaux et de calcul de performance avec plusieurs matériaux. De la même façon, au niveau de l'énergie, on l'a dit, on va être multi-énergie. Au moins pendant 15 à 20 ans, il y aura encore sur la route des véhicules qui rouleront avec des carburants fossiles, des véhicules qui, de moins en moins bien entendu, mais des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules au gaz, des véhicules à l'hydrogène, des véhicules au biocarburant. Donc on est dans une logique multi-énergie, multimatériaux. Ensuite, les opportunités nouvelles, donc quels sont les défis? Tu avais le slide d'après peut-être, Olivier? J'ai une question qui posait, Jean-Luc, tu as évoqué un site de Plastic Omnium tout à l'heure. Oui. C'est le site de Bavent, c'est ça? Non, Bavent, c'est Forestia. C'est Forestia, pardon, oui. Je n'ai pas évoqué Plastic Omnium, j'ai dit que Plastic Omnium ne ferait des réservoirs composites, il en fait déjà, hein, il a signé un contrat avec un fournisseur de camions, par exemple, en Hollande. Donc des réservoirs à hydrogène, Plastic Omnium est déjà fournisseur, entre guillemets. Ouais. Par contre, le site industriel, je ne voudrais pas dire de bêtises, le centre technique, plutôt basé en Belgique, hein, plutôt au nord de la France, en fait. Le site industriel, je ne sais pas. Je ne vais pas répondre. Ici, on a quelques transparents aussi, mais qui reprennent ce que tu as évoqué, simplement qui donnent des idées sur le niveau de maturité du développement, de l'usage des matériaux. Donc, on va passer rapidement là-dessus.
simplement, surtout faire référence à la base de données que tu as évoquée et dire que ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a des substitutions qui sont possibles et justifiées et d'autres sur lesquelles ça sera clairement difficile. Et puis, ce n'est pas parce que les composites sont plus légers, ont des capacités de rigidité, par exemple, intéressantes, qu'ils sont une panacée, parce que la recyclabilité de tout ça est quand même très, très perfectible, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas de solution miracle sur ces questions-là. Voilà, c'est la même chose. Donc après, bon, on a passé beaucoup de temps sur la transition écologique et énergétique, hein, qui allait jusqu'à l'allègement. Donc il y a d'autres transitions technologiques qu'on voit poindre. Ouais, j'ai une question là-dessus, Jean-Luc, peut-être. Il y a un bruit de fond, de moins en moins de fond d'ailleurs, sur cette question du véhicule autonome et connecté sur lequel on arrive aujourd'hui, enfin maintenant plutôt. C'est est-ce que ça reste prioritaire? Parce que quand on entend les déclarations de Carlos Tavares sur celui qui pourra se payer un véhicule autonome et connecté, il est déjà assis à l'arrière, sur la banquette arrière de la voiture, sous-entendu, il a un chauffeur, donc le problème ne se pose pas. Tu vois, ou la rupture de l'alliance entre BMW et Mercedes après un an de partenariat. Est-ce que, avec l'effet de la crise sanitaire, des difficultés économiques que ça suscite, est-ce que ce sujet-là est encore en haut de la pile? Non, mais la question est bonne et la réflexion de Carlos Tavares est justifiée. La problématique qu'on a, on était dans une transition technologique. En fait, on veut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, idéalement une voiture propre, connectée et autonome. Ouais. Et puis, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'elle doit être abordable. Ouais. Le problème de cette transition écologique et énergétique, le problème de cette transition de communication, donc toutes ces transitions technologiques ont un coût. Alors, si on raisonne, donc la question se pose par rapport au véhicule autonome, si on raisonne par rapport au véhicule autonome, on s'aperçoit que le véhicule autonome, d'abord, ce n'est pas un driver client qui nous le propose. C'est plus une technologie qui nous permet d'y arriver. C'est-à-dire que si vous raisonnez par rapport à un client, le client, lui, il adore sa mobilité individuelle. Ce qui le gêne, c'est le fait qu'il y ait des bouchons, qu'il ne trouve pas de place de parking, qu'il ne maîtrise pas son temps de parcours, et ainsi de suite. Si on est capable à lui répondre, tu es capable de te déplacer d'un point A à un point B à un temps donné qui te satisfait, dans un confort qui te satisfait, et assez rapidement et sans avoir de contraintes extérieures, tout le monde va choisir la mobilité individuelle. Donc en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que pour proposer une mobilité plutôt autonome, c'est plutôt dans un premier temps pour améliorer de la sécurité, donc on est plus dans des tâches de conduite et dans l'apport en fait d'aide à la conduite et d'assistance à la conduite pour des raisons sécuritaires. Et puis après, on voit très bien que ça va avoir des impacts importants de réglementation et ainsi de suite. La problématique qu'on a, c'est que pour assurer une sécurité au même niveau que celle qu'on imagine et une fiabilité au même niveau, que celle qui réalise les capteurs humains naturels. L'homme au volant, il a des yeux, il a des oreilles, il a du nez, il a un certain nombre de choses, et il a des réflexes et de l'intuition. Et donc, on est obligé, pour avoir ce même niveau de jugement par un robot, entre guillemets, d'avoir un nombre de capteurs incroyable sur les véhicules qu'on voudra rendre autonomes. Il va y avoir des capteurs ultrasons, des lidars, des radars, des caméras, plusieurs caméras, plusieurs écrans et une intelligence qui va devoir analyser les données qui vont être apportées par tous ces capteurs, qui va devoir les interpréter et prendre la décision pour vous de quelle est l'action que doit faire le véhicule. Et donc, dans un environnement très court terme, ce que dit Carlos Tavares, c'est que le surcoût déjà d'une automatisation qu'on appelle de niveau 2 ou de niveau 3, c'est-à-dire une automatisation avec plutôt de l'aide à la conduite importante et qu'on reconnaît tous comme étant fondamentale, ça peut générer des surcoûts sur nos véhicules qui sont, en termes de prix de revient, supérieurs à 8 à 10 000 euros.
De la même façon, quand on parle de véhicules électriques, entre guillemets, si vous embarquez une batterie de 50 kWh, ça veut dire que vous embarquez, sachant que la tangente en fait sera autour de 100 € au kilowattheure ou 100 $ au kilowattheure, vous embarquez donc entre 5 et 6 000 € de plus à la voiture. Donc pour le client, c'est encore 10 000 €. Après, si vous voyez les dépenses nécessaires en infrastructure pour connecter vos véhicules, c'est encore des milliards et des milliards d'euros. Donc la problématique qu'on a, c'est que cette révolution technologique qu'on est en train de vivre, on ne pense pas en fait que le client pourra se la payer dans le niveau actuel de nos connaissances. Et donc c'est pour ça que autant les aides à la conduite, c'est des choses qui sont hyper évidentes à utiliser. Et une fois que vous avez utilisé un freinage d'urgence qui évite en fait d'écraser les piétons, ou que vous avez des caméras de recul avec des capteurs ultrasons, c'est très difficile de revenir en arrière. Ce n'est pas impossible, hein, on revient bien à une mobilité vélo pour certains usages, mais c'est très difficile de revenir en arrière. Donc on voit que la tendance, elle est plutôt pour le véhicule particulier, d'aller d'abord sur la généralisation des aides à la conduite et de l'assistance à la conduite dans un axe de sécurité plutôt que dans un axe autre. Après, on regardera l'axe confort, est-ce qu'il y a la possibilité, et l'axe service, pour voir s'il y a la possibilité d'augmenter le confort à l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire si on est capable de rouler à la fois vite et sans tâche intellectuelle de conduite, pourquoi pas? Et donc, ça sera à faire, mais ce n'est pas vraiment à court terme. Donc, le déploiement du véhicule autonome particulier, oui, il est plus complexe pour des raisons économiques et il est plus complexe pour des raisons réglementaires. On s'aperçoit que les cas de figure, les scénarios possibles sont tellement nombreux qu'il est très difficile de réglementer et de certifier l'intelligence de la voiture pour garantir en fait qu'il n'y a pas d'accident. Si vous regardez déjà autopilote de Tesla, j'ai regardé la semaine dernière, il y avait encore 2 accidents que les gens ne savaient pas expliquer. Donc il y a réellement une problématique forte en fait sécuritaire et que la validation est très très importante, la réglementation est fondamentale, la responsabilité, la définition de la responsabilité est fondamentale. Donc en termes de priorité, comme l'investissement nécessaire à la transition énergétique et écologique est très important, il est clair qu'il y a priorité à accompagner cette réglementation qui va se durcir sur les émissions par rapport à le déploiement des véhicules dits autonomes dont on n'a pas la garantie à très court terme de la capacité de répondre à toutes les problématiques. Alors ça, c'est pour les véhicules, j'allais dire, particuliers. Pour les véhicules à roulage, il y a des cas de figure où le véhicule autonome peut rouler de façon plus sécure. C'est en particulier quand on est déjà à faible vitesse et quand on a peu ou pas de chances de rencontrer des interactions. Donc, pour les roulages en site propre à faible vitesse, il y aura probablement la possibilité de développer, mais à ce moment-là, plutôt des navettes dites autonomes et qui seront sur des sites propres, voire des chaussées séparées et un certain nombre de sujets. Donc, c'est vrai qu'il y aura progressivement l'apparition de navettes autonomes, de robotaxis autonomes, puis de véhicules de plus en plus équipés d'assistance à la conduite. Mais dans le temps, on voit que ça prend beaucoup plus de temps et que ce n'est pas de l'origine court terme. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que dans l'ordre des priorités, c'est clair que, et vous le voyez dans le cadre de la filière automobile, on a séparé les programmes, j'ai évoqué tout à l'heure nos programmes prioritaires mutualisés, véhicules à faible empreinte environnementale, véhicules connectés, parce que par contre, au niveau de la connectivité, on s'aperçoit que dès cette décennie, on va se poser la question de la 5G, par exemple, et donc de la contribution que peut apporter la 5G, la contribution qui va, avant de parler des systèmes de confort avec l'accès sur plusieurs écrans de jeux ou de films, ce qui n'est pas l'objectif. Il faut bien parler de la sécurité que ça va apporter par le fait qu'on soit connecté à notre infrastructure, à notre écosystème, donc la capacité de savoir ce que fait
le piéton qui est à côté de nous, qui est derrière un mur, savoir ce que fait la voiture devant, qui voit quelque chose qu'on ne voit pas, et ainsi de suite. Être capable d'avoir l'information par l'infrastructure des dangers de la route. Donc tout ça, pour des raisons sécuritaires, fait que la 5G, qui va permettre cette gestion de données beaucoup plus rapide et avec des temps de latence relativement faibles, va permettre en fait d'aller vers une autonomie croissante. Ça va permettre, comme je l'ai dit, on équipe maintenant nos calculateurs nos voitures de plein de calculateurs électroniques qui, pour des raisons pareilles de sécurité, de validation, sont régulièrement mises à jour. On voit une Tesla, par exemple, la mise à jour se fait ce qu'on appelle over the air, c'est-à-dire quand vous êtes arrêté ou pendant la nuit, on vous met le dernier logiciel sur le bon calculateur. C'est ce que vous faites actuellement avec ce que fait Samsung ou Apple avec vos téléphones. Ils vont les mettre à niveau avec les dernières évolutions pendant que vous dormez, et ainsi de suite. Et de la même façon, la 5G permettra en fait de faire ces mises à jour et ces chargements over the air avant d'évoquer même des solutions toutes simples de confort, comme je l'ai dit, accès à des services, accès à des films, des choses comme ça. Donc, en pratique, dans l'ordre d'apparition, la voiture électrique, c'est aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est 9% de part de marché de véhicules électriques et hybrides rechargeables. La voiture connectée, c'est demain matin. Et la 5G va arriver très rapidement. Il y a déjà depuis 2003 l'appel d'urgence en fait, qui est sur plusieurs millions de voitures et qui est devenu réglementaire. Et la voiture dite autonome va passer par plutôt des voitures plus automatisées d'ici 2030. Et donc, on est sur du moyen long terme pour la voiture autonome. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais… Si, oui. Si, effectivement, tu confirmes qu'il y a bien un peu un réordonnancement des priorités. Comme il est 3h15, un peu plus, et compte tenu de ce que tu viens de dire, je pense que peut-être on peut laisser le développement de cette troisième partie-là, qui est plus court de toute façon, hein, mais qui… en fait, j'ai tout raconté voilà, dans un autre ordre. Voilà, et puis du coup, ce qu'il faut avoir à l'esprit en termes de recherche et développement, ce qui est fondamental, c'est que même si des solutions, et on a évoqué par exemple l'hydrogène, on a évoqué le véhicule full autonome pour passenger car, même si c'est des systèmes qui sont vus par le client, accessibles à plus long terme, pour permettre de le faire, il faut valider dès aujourd'hui, il faut réglementer dès aujourd'hui. Et donc, c'est fondamental qu'on ait des expérimentations sur ces sujets-là dès maintenant pour pouvoir être prêt dans 10 ans. Parce que l'industrie automobile et l'industrie de la mobilité, c'est une industrie qui est à temps long. Vous savez qu'une plateforme, ça vit entre 10 et 15 ans, une plateforme automobile, ce qu'on appelle un rolling châssis, que une silhouette, ça change maintenant beaucoup plus vite, mais c'est vrai que c'est au moins 6 à 7 ans où on a pratiquement la même silhouette. Donc, on est dans une industrie à temps long dans laquelle on va faire apporter de plus en plus d'évolution. Et donc, c'est vrai qu'il y a besoin de s'y préparer. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été évoqué là? Ce que je disais à l'instant, c'est que c'est les derniers éléments qu'on a évoqués sur le véhicule autonome et connecté. On en a beaucoup parlé, enfin Jean-Luc en a beaucoup parlé dans le cours du déroulement du support, et on a tout ça dans le document que vous pourrez aussi vous procurer, et puis dans les documents qui ont été produits par la plateforme. Comme il nous reste une dizaine de minutes, est-ce que vous avez des questions, de réactions sur ce qui a été dit, des demandes de précision? Alors, si vous avez des questions, il faut aussi activer votre micro, le cas échéant. Ou vous pouvez l'envoyer aussi par la messagerie du chat, là. Si... A priori, non, semble-t-il.
peut-être en synthèse de ce qu'on a vu, alors il y a énormément de matière dans ces transparents et dans ces travaux que tu as présentés, Jean-Luc. Je pense que ce qu'il faut à ce stade peut-être retenir en synthèse, c'est qu'on est sur un gros chapitre, enfin un gros thème qui est vraiment le plus important dans ce qu'on a évoqué là, qui est la question de la motorisation, qui a pris le pas sur le reste, notamment parce que la crise de la Covid a entraîné le plan de relance et le plan hydrogène. Et donc, on a aussi dans les priorités de R&D un accent très fort qui est mis là-dessus. Ça veut dire que, en gros, les transparents, les axes de travail les plus prioritaires peut-être, ou ceux qui peuvent déboucher aujourd'hui et demain sur des applications plus directement industrielles, c'est celles qui concernent effectivement la motorisation hydrogène, la motorisation électrique de façon générale. Donc, ce que tu évoquais sur l'électronique de puissance, sur les modules qui constituent le système de la motorisation à base d'hydrogène et de piles à combustible, donc les deux fameux tableaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Le deuxième point, c'est qu'on est, et ça c'est un vrai défi pour les entreprises de la métallurgie notamment, systématiquement sur des combinaisons de technologies ou des combinaisons de matériaux. Ce qui va supposer, à mon avis, de vraies réflexions sur les partenariats. En tout cas, si on souhaite monter un peu en valeur ajoutée et répondre mieux aux attentes demain des intégrateurs et des équipementiers. Tu parlais des solutions polymatériaux, tu as parlé aussi on a brièvement évoqué, mais les aspects de mécatronique, de plastronique, etc. Alors, ça, pour l'instant, c'est essentiellement chez les équipementiers, mais on voit bien que une entreprise, même plus petite, qui commencerait à se positionner là-dessus en partenariat avec d'autres ou éventuellement en intégrant telle ou telle partie de ces technologies renforcerait beaucoup sa compétitivité. Et puis, le troisième point aussi qui est essentiel et qui est pas simple, mais qui est sans doute à la portée quand même de beaucoup de PME et évidemment d'ETI aujourd'hui, c'est le développement de la simulation et de la modélisation, notamment sur l'utilisation d'autres matériaux classiers, parce que là-dessus, c'est relativement mûr. En revanche, sur les matériaux moins fréquents et moins systématiquement utilisés, là, on a un vrai travail de progression sur ces étapes de modélisation et de simulation, et pour gagner du temps et pour réduire les coûts de conception. Est-ce que je me trompe si je synthétise en disant ça, Jean-Luc ? Excuse-moi, j'avais mis mon micro en mute. Non, tout à fait. Oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat ou oralement, alors encore une fois, condition de réactiver le micro, mais a priori, c'est bon. Je vous remercie pour la participation à ce premier webinaire. Comme je vous le disais en introduction, le prochain a lieu le 4 novembre et portera sur finalement ce qui nous a permis aussi de nourrir cette première édition sur l'intelligence technologique et marché sur la filière automobile. Donc il y a beaucoup de choses qui existent mais qui sont assez éparses. La PFA fait un très gros travail aussi de veille technologique et marché, dont je me ferai le relais. Il y a aussi d'autres relais qu'on peut mobiliser régionalement. Donc, il y a pas mal de matière là-dessus à évoquer. Si vous souhaitez creuser tel ou tel point de ces sujets abordés aujourd'hui, cet après-midi, il y a plusieurs solutions. Il y a évidemment vos interlocuteurs nationaux, on vient de le voir, et puis régionaux aussi avec les pôles et les ARIA. Dans le cadre de l'accompagnement individuel que j'évoquais en introduction aussi,
qui est donc encore une fois ce soutien pris en charge par l'OPCO et la DGEFP, l'OPCO 2I et la DGEFP. Il est possible de faire des zooms thématiques sur telle ou telle problématique dans le cadre des prestations de 3 jours prises en charge. Et puis on peut, dans le cadre de ces accompagnements de 3 jours, l'objectif, c'est vraiment de déboucher sur des actions très concrètes, y compris avec, quand ça existe, et ça existe souvent, avec un relais qui peut être pris par d'autres intervenants professionnels, type CETIM, ADIT, etc. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout du temps imparti. Il est 15h28, si je ne me trompe pas. Donc, ce webinaire a été enregistré, comme je le disais, et donc va être mis en ligne sur les différents réseaux, sites Internet des partenaires, dont la PFA, l'OPCO 2I notamment. On mettra également en ligne le support PowerPoint qui a soutenu cette présentation. Donc, merci à tous. Un très grand merci à Jean-Luc pour ces explications extrêmement denses et intéressantes. Et c'est une matière, on le voit bien, qui change. On pourrait la faire 4 fois dans l'année. Je pense qu'on aurait en permanence en ce moment pratiquement des ruptures à annoncer tous les trimestres. Donc, c'est très utile et très précieux, je pense, d'avoir ces points réguliers de ta part, et c'est toujours vraiment captivant. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un ou l'autre de nous deux, et puis avec vos interlocuteurs régionaux, comme je le disais, au CODESI, évidemment, sur la problématique de développement des compétences, et c'est stratégique pour la conduite de ces projets, et puis Paul et Aria. Voilà. Et un très grand merci encore, Jean-Luc, à toi pour ta disponibilité. Merci à toi, Olivier. Au revoir à tout le monde. Au revoir, bonne fin de journée.